La famille représente les premiers points de repère pour un enfant. Grandir dans une famille bienveillante et saine est important et crucial pour l'épanouissement et le développement de l'enfant dès son plus jeune âge. Connaître l'amour infini d'une mère et d'un père, un bonheur auquel aspirent tous les enfants. Mais que se passe-t-il lorsque la famille devient notre prison et engendre notre propre descente aux enfers? Pire encore, que se passe-t-il quand l'amour d'un parent pour son enfant bascule dans l'horreur et l'indicible? Laurence et Denis Manché, en apparence, forment un couple sans histoire. Denis est ingénieur et Laurence est mère au foyer. L'homme paraît avoir réussi sa vie et la mère semble être une maman parfaite. Ensemble, le couple a 5 enfants, Betty, Virginie, Tony, Dimitri, ainsi qu'une fille qui viendra beaucoup plus tard. Une grande et belle famille en apparence. Le couple a une situation stable et ils vivent dans un petit village. Et les enfants sont scolarisés. C'est une famille très discrète. Dans leur petit village, personne ne les connaît réellement. Les enfants du voisinage ne venaient pas chez eux. Ils sont assez mystérieux, mais ils dégagent l'impression d'être une famille très soudée et à qui tout semble réussir. Mais derrière les murs se cache un terrible secret. Denis est un homme intelligent. Il est directeur du service après-vente ou ingénieur ou commercial selon les diverses sources. Mais une chose est sûre, il a une situation financière stable puisqu'il a un poste de cadre. Il a un emploi du temps très chargé au travail, mais il a aussi de multiples passions comme la motocross, l'avion, les motos. Il est très charismatique. Sa vie professionnelle semble impeccable et ses collègues n'ont que des choses positives à dire sur lui. Mais derrière les apparences, Denis Manché est un père violent et abusif. Une fois arrivé à la maison, l'homme sème la terreur au sein de sa famille. C'est un père autoritaire, violent, pervers et manipulateur. C'est lui qui commande tout et un peu à la façon d'une secte, Denis contrôle les faits et gestes de sa famille. Il terrorise ses enfants et sa femme ne dit rien. Il punit régulièrement les enfants s'ils n'obéissent pas à ses ordres et ces punitions sont des abus physiques, de la pure maltraitance. Les enfants doivent rester à genoux jusqu'à 5 heures les mains levées par exemple, comme type de punition. Les coups, les punitions et la terreur sont le quotidien de cette famille. Dès que Denis rentrait du travail, il fallait mettre ses pantoufles à l'entrée, que la maison soit propre et que toutes les tâches ménagères étaient réalisées et que la cuisine était préparée. Il fallait demander l'autorisation pour aller aux toilettes. Et les enfants ne pouvaient pas avoir de lien en dehors de la maison. Il y avait même des caméras de surveillance autour de la maison, dans les arbres, afin d'être sûr que les enfants ne côtoyaient personne en dehors d'eux et contrôlaient leurs faits et gestes. Laurence, l'épouse et la mère étaient terrifiées par son époux. Elle était totalement sous son emprise et n'osait pas s'opposer à lui. Mais un beau jour, les choses vont déraper. Denis a invité sa fille Betty, qui avait 8 ans à cette époque, dans la chambre à coucher et il l'a alors déshabillée et il a abusé d'elle. Betty vivait un cauchemar absolu. Elle était déchirée par la douleur, mais aussi par la peur que sa sœur la trouve dans le lit conjugal. En sortant de la chambre, sa sœur Virginie l'avait vue et l'a réconfortée. En vérité, Virginie l'avait trouvée dans le lit de leur père et elle a tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Elle lui a demandé qu'est-ce qu'elle faisait dans le lit conjugal, mais Betty a trouvé une excuse. Mais Virginie savait la vérité et elle lui a dit qu'il fallait qu'ils aillent dire à leur mère ce qui s'était passé. Elle a alors expliqué à sa mère que son père abusait d'elle, mais aussi de Betty. Betty a alors compris que sa sœur était également violée par leur père. Après cette terrible révélation, les filles s'attendaient à avoir la compassion et la protection de leur mère, mais face à elle, Laurence, leur mère n'était absolument pas choquée. Elle savait déjà pour les abus de Virginie et elle n'a rien dit. Elle était complice de ces abus. Avec la complicité de leur mère Laurence, Virginie et Betty vont tour à tour partager le lit de leur père. Les filles vivaient dans la terreur absolue. Et pire encore, leur enfance était souillée par leur père. Elles ne comprenaient pas l'indifférence de leur mère face à l'horreur qui se passait. Elles se sentaient condamnées et prises au piège car personne ne pouvait les aider puisque personne autour d'elles ne se doutait des sévices. Il est important de préciser que les garçons de la famille ne subissaient pas les violences sexuelles.
Les viols vont devenir une routine pour les filles manchées et vont durer pendant 10 ans. Pire encore, Denis entretenait un planning sur les règles de ses filles avec l'aide de sa femme afin de savoir qui de Betty ou de Virginie allait monter dans sa chambre chaque soir de la semaine. La mère, Laurence, continuait de fermer les yeux. Les enfants sont alors transformés en objets sexuels. Les abus avaient eu lieu tellement de fois que ce qui devait arriver arriva. Dès le début de ses premières règles, à seulement 13 ans, Betty tombe enceinte, puis à 15 ans, puis à 17 ans. Ces bébés ne verront jamais le jour, car elle a été contrainte de subir des avortements, car bien sûr, il était hors de question de les garder. Les Manchés avaient trop peur d'être suspectés. Ces avortements ont été programmés par les parents. Sa mère a organisé ces rendez-vous dans les hôpitaux où elle devait raconter qu'elle était tombée enceinte d'un jeune garçon après avoir eu un rapport non protégé. Comme vous l'avez compris, les parents montaient la tête de Betty afin qu'elle explique toujours au médecin que c'était de sa faute si elle se retrouvait à nouveau enceinte. Les médecins et les psychologues n'étaient absolument pas inquiets. De plus, les parents organisaient ces interruptions de grossesse dans des cliniques différentes afin qu'ils ne puissent pas faire le rapprochement. Betty a expliqué que sa mère a fermé les yeux sur l'inceste et a exploité ses filles en échange de liberté et de dépenses. La famille a continué comme ça jusqu'à ce que Betty et Virginie arrivent à l'adolescence. Denis voyait que ces jeunes filles grandissaient et qu'elles commençaient à vouloir fréquenter des garçons. Et il voulait absolument garder ses filles pour lui. Denis a alors décidé d'exiler sa famille dans l'Oise, dans un lieu retiré. Surtout que Denis avait un plan en tête. Il voulait restructurer sa famille à sa façon. La famille était divisée, les garçons étaient d'un côté et Betty et sa sœur étaient avec les parents. Chacun avait son espace. Les garçons résidaient désormais dans une sorte de cabane dans leur demeure où ils étaient délaissés et souvent affamés malheureusement, tandis que les filles étaient à la maison avec le couple afin de pouvoir être abusées. L'objectif de Denis à ce moment-là était de mettre de côté son épouse afin de la remplacer par Virginie. Car oui, Denis était totalement amoureux de Virginie, sa propre fille, bien qu'il continuait d'abuser de sa sœur Betty. Virginie était l'amour de sa vie. Denis va aménager un espace dans la maison exprès pour sa fille préférée et lui. Ils vont vivre en ce lieu comme un couple et dormir avec. Quant à son épouse, elle vivait dans un autre espace de la maison et les enfants dans le jardin. Il y avait aussi des armes, plus précisément des fusils. Et Denis creusait souvent des trous et faisait souvent venir des tractopelles. Cette situation a commencé pendant que Betty subissait des avortements et Denis souhaitait désormais fonder une autre famille avec Virginie qu'il adulait. Et son souhait allait se réaliser. Quand Betty a compris les plans de son père, elle était encore plus choquée. Denis faisait des projets de couple avec son enfant Virginie et cela terrorisait Betty. Virginie, elle était totalement sous l'emprise de son père qui agissait comme un gourou. Il prévoyait d'avoir une maison plus grande pour y mettre Virginie. Car vous ne le savez pas, mais elle est tombée enceinte de lui. Et Denis voulait absolument vivre ensemble comme une petite famille parfaite. Betty, à 18 ans, était absolument choquée et inquiète pour sa sœur. Betty craignait pour sa vie, mais aussi pour la vie de sa famille. Elle a alors pris son courage à deux mains et elle a décidé d'aller porter plainte avec la boule au ventre. Elle a alors rencontré les policiers et là, elle leur a déballé toute la vérité sur sa famille, sur ses abus et la tyrannie de son père. Face à ce récit outrageux, la police a décidé de mener une enquête. Face à eux, Betty, qui était toujours aussi terrifiée, se sentait désormais rassurée en la présence des policiers, car elle voyait en eux ses sauveurs. Mais elle était aussi rongée par la culpabilité. Elle se disait qu'elle était la personne qui allait détruire sa famille et envoyer ses parents en prison. Mais pour elle, il fallait que cette situation cesse. L'enquête sur la famille Manché allait durer 3 mois. Les parents étaient placés sur écoute et grâce à cela, les policiers ont pu avoir des preuves des abus. Alors que la jeune fille pensait enfin être sauvée,
tout va se retourner malheureusement contre elle. Denis et Laurence sont arrêtés et mis en prison. Denis, une fois incarcéré, continue toujours son emprise en contrôlant sa famille. Il convainc Virginie de monter la tête de sa sœur afin qu'elle annule ses accusations. Et pour cela, Virginie va dire à sa sœur qu'elle attend un enfant et qu'elle doit retirer sa plainte suite à la venue de ce futur bébé. Virginie est furieuse de la plainte de sa sœur contre son père car elle la tient responsable des problèmes et l'accuse de détruire leur famille ainsi que sa vie. En vérité, elle a peur de perdre son enfant à cause de ce procès. Betty, même si elle se sent totalement accablée et déchirée par la douleur, elle ne cède pas. Et Denis non plus. Rappelez-vous, Denis sait contrôler et aliéner son entourage. Et il n'a pas l'intention de laisser qui que ce soit gâcher ses plans. Il réussit alors à obtenir une cellule avec une fenêtre ainsi qu'un ordinateur. Et grâce à cela, il peut discuter avec Virginie tous les jours et garder l'emprise qu'il a sur elle. Et en 2004, après 20 mois d'incarcération, les parents Manché sont libérés. Ces 20 mois étaient la période maximale de leur détention préventive avant le procès. Une fois libre, Laurence décide de partir de son côté, mais Denis est encore plus déterminé. Il refuse d'obéir à la justice qui lui interdit de voir ses enfants. Pour lui, le monde tourne à sa manière avec son mode de vie sectaire. Il aménage alors avec Virginie et il est heureux. Denis a eu ce qu'il voulait, mais il lui reste une dernière chose à faire, convaincre Betty de retirer sa plainte. C'est sa nouvelle obsession. Encore une fois, il se sert de Virginie pour faire pression sur Betty et Virginie utilise à nouveau l'excuse de l'enfant pour la faire chanter. Betty culpabilise et elle va alors annuler sa plainte à quelques semaines du procès. Elle va dire qu'elle a menti et qu'il y avait une acceptation ainsi qu'un plaisir dans les rapports avec leur père. Denis n'est pas sorti d'affaire malgré la rétraction de sa fille, puisque la justice tient à ce qu'il y ait un procès. Pour eux, le viol a bel et bien eu lieu. Denis est intelligent et il comprend désormais quelle stratégie il doit avoir et il a le temps de la préparer. Il espère avoir une responsabilité moins lourde et il sait exactement ce qu'il doit dire pour l'avoir. Nous sommes en 2011, la plainte de Betty a enfin débouché sur un premier procès, soit 7 années après qu'elle l'ait déposé. Imaginez-vous la lenteur de la justice. Le procès démarre alors pour Betty après toutes ces années de souffrance, d'abus et de viol, mais aussi une double peine avec la torture psychologique engagée par la culpabilité d'avoir dénoncé ses parents ainsi que le chantage affectif. Ses parents encourent au moins 20 ans de prison pour viol sur mineur et complicité, mais Denis reste déterminé et impassible. Il va reconnaître les faits, mais va tout faire pour avoir une peine moins lourde et atténuer les accusations qui pèsent contre lui. Il affirme d'abord que ses abus sont terminés et qu'il a compris que cela était malsain. Puis il décrédibilise les accusations de Betty en expliquant qu'elle a annulé sa plainte et a avoué qu'elle avait menti pour les viols. Cela signifie qu'elle était consentante. Comme vous vous doutez bien, le souci est que Betty et sa sœur Virginie sont toujours manipulées par leur père et sous son influence. Il demande alors aux filles de le défendre et de maquiller la vérité en sa faveur. Il supplie ses filles de raconter qu'il ne les a jamais violées et qu'elles étaient consentantes. Oui, pendant sa plainte, Denis continue encore de manipuler ses enfants. Betty expliquera alors à ses propos les mots suivants. Les avocats nous ont convaincus d'affirmer que nous étions amoureuses de notre père et qu'on était demandeuses de relations sexuelles avec lui. Oui, ces propos sont absolument horribles et choquants. Cela peut paraître horrifiant, mais les filles ont accepté de suivre ce discours puisqu'elles étaient fortement influencées et aliénées par leur père. Il est très difficile de se défaire d'un discours et d'un mode de pensée lorsque l'on a grandi dedans. Il est difficile de se défaire de parents toxiques, surtout face à l'inceste. Car les victimes sont déchirées entre leur amour pour le parent abusif et la blessure des abus. C'est ce qu'a expliqué Betty à ce propos en disant les mots suivants. On est prisonnier tout le temps, on est bloqué par la terreur, mais on est aussi bloqué par un amour d'enfant. Les filles ont eu pour avocat Éric Dupond-Moretti et elles étaient impressionnées par lui. Elles n'étaient pas suffisamment à l'aise en confiance, mais aussi en mesure de défendre leurs propos. Elles n'avaient pas un avocat en leur faveur et qui vraiment essayait de mettre en avant le problème de l'inceste. Elles étaient aussi facilement influençables. Malheureusement, le procès va les détruire psychologiquement.
Durant le procès, il va avoir une mise en place d'un processus absolument pervers dans la tête de Virginie et de Betty, puisqu'elles vont clamer leur amour pour leur père. Elles se retrouvent alors prisonnières de leurs propres blessures, et Betty est comme prise au piège puisqu'elle souhaitait de base porter plainte pour son père pour inceste, mais elle se retrouve à le défendre devant la justice, ce qui veut dire que les violences sexuelles dont elle a parlé et dont elle a accusé son père d'en être l'auteur n'apparaissaient plus comme telles aux yeux de la justice. Oui, cela peut paraître horrible, mais c'est comme cela que se sont déroulés les faits. Denis écope de 8 ans de prison sans mandat de dépôt. Ça veut dire qu'il ne part pas en prison. Les avocats de Denis décident de faire appel et il reste libre. Imaginez-vous l'horreur. Denis Manché a reconnu avoir eu des relations sexuelles avec ses enfants, avoir commis un viol et avoir mis enceinte sa propre fille, mais il a tout de même réussi à manipuler les jurés. Nous sommes désormais en 2012 et le procès en appel de Denis a lieu. Nous sommes 1 an après le premier procès. À partir de ce moment, cela faisait 10 ans que Denis vivait avec Virginie comme un couple. Et cette fois-ci, une fois arrivé devant la cour, il se rétracte et ne reconnaît plus les viols et il affirme que ses filles étaient consentantes. À partir de là, les choses vont s'empirer encore plus et cette affaire va atteindre un degré de perversité inattendu. Préparez-vous car ce que je vais vous raconter va vous choquer. Lors de ce nouveau procès, Denis et Virginie vont apparaître plus soudés que jamais. Ils vont être main dans la main et ils vont clamer haut et fort leur amour. Virginie va dépeindre devant les jurés un portrait de famille parfaite. Elle clame même son amour pour Denis, le décrivant comme l'amour de sa vie. Virginie supplie même les jurés de ne pas remettre son conjoint en prison. N'oublions pas qu'elle était toujours sous l'emprise de son père et totalement manipulée par lui. Dès lors, un processus encore plus pervers et horrifiant est évoqué. Les jurés se concentrent sur l'amour des enfants envers leur père et non plus sur l'horreur de l'inceste ni même sur l'emprise qu'il a sur ses enfants. Un expert psychiatre a alors l'audace de parler d'inceste heureux audio. Ce n'est donc plus un crime puisque les filles clament leur amour pour leur père. L'histoire de l'inceste est alors réécrite et le crime derrière l'horreur de l'inceste est effacé à travers ce procès. Denis, quant à lui, assume pleinement cet amour incestueux et se dit être un père et un conjoint heureux pour sa fille. Il revendique alors le droit de vivre sa vie de famille et sa vie de couple. Face à ce couple incestueux clamant haut et fort leur amour, les jurés étaient totalement perturbés. Pourtant, d'un point de vue personnel, je ne vois absolument pas comment ils ont pu être influencés. Ils auraient dû se concentrer sur le crime de l'inceste. Après ce procès, Denis est alors reconnu coupable de viol, mais il n'écope que de 5 ans de prison. C'est une peine absolument répugnante. Il ressort libre de la cour d'assises, main dans la main avec Virginie, puisque les 2 ans de prison ferme sur sa peine de 5 ans, il les avait déjà faites auparavant. Virginie, Denis et leur fils continuent leur vie de famille. Après cette peine, Betty, absolument détruite, décide de refaire sa vie en coupant les ponts avec sa famille. Les choses vont alors s'améliorer petit à petit pour Betty. Elle va trouver l'amour et avoir 5 enfants. Elle a même trouvé un travail. Betty va décrire cette période comme la plus heureuse de sa vie. Elle essaie de faire le deuil de tous ces événements traumatisants de sa vie, même si c'est très difficile, et elle est convaincue que son terrible passé est derrière elle. Tout semblait aller parfaitement bien pour Betty, mais tout va basculer le 25 septembre 2014. Elle est au travail et son supérieur lui dit qu'il a reçu un appel et qu'au bout du fil, c'est son père. Il souhaite lui parler. Betty décroche alors avec la boule au cœur et elle entend son père avec une voix qui sanglote. Il est bouleversé. Il explique à sa fille que Virginie l'a quitté depuis 3 semaines. C'est un choc absolu pour Betty qui a l'impression de replonger dans le drame de son passé familial, dans cet enfer qu'elle a tenté de fuir. Elle n'avait pas eu de nouvelles de sa famille depuis 2 ans et elle entend à nouveau la voix de son père. Mais pire encore, Betty est inquiète car elle se dit que pour que Virginie ait trouvé la force de quitter son père, il a dû se passer quelque chose de très grave. Denis en pleure au téléphone et il lui dit qu'il faut absolument qu'elle le rejoigne. Denis est choqué du départ de sa fille et il n'en revient pas qu'elle ait pu le quitter.
À ce moment-là, les choses ont bien changé pour lui. Il semble avoir perdu son emprise, mais aussi son charisme, ainsi que son train de vie confortable. Denis a vieilli et il travaille toujours, mais il n'a plus une situation aussi aisée qu'avant. Il n'arrive pas à trouver Virginie et cela le frustre énormément et le rend fou de colère. Betty se dit que Virginie est sûrement en sécurité quelque part et qu'elle se cache de son bourreau. Virginie est débrouillarde et intelligente et en réalité, elle essaie de reconstruire sa vie. Elle a séjourné à plusieurs endroits mais change régulièrement de peur que son père la retrouve. Elle est désormais mécanicienne dans un garage. Elle semble s'être défait de l'emprise de son père. Le garage appartient à Frédéric Piard. Cet homme va lui venir en aide en lui proposant non seulement un travail mais aussi un logement. Pour autant, il ne se passe rien entre eux. Virginie débute alors une nouvelle vie et elle est convaincue que tout va bien aller pour elle désormais. Et elle est aussi avec son fils, donc elle est beaucoup plus rassurée. Nous sommes le 7 octobre 2014 dans une zone d'activité à Gisors. Il est 19 h et la nuit commence à tomber. Denis Manché s'avance d'un pas déterminé. Ce soir-là, un drame va se passer. Il entre dans le garage à Gisors. Le garage s'appelle Tenzo Auto. Il sait ce qu'il fait, puisque depuis 1 mois, il traque sa fille Virginie qui travaille en ce lieu, tellement qu'il marche avec des perruques afin de ne pas se faire remarquer par elle. Il avance et il a en sa possession une arme, un pistolet automatique. Il voit d'abord Frédéric Piard, qu'il ne connaît absolument pas. Il se trouve dans l'espace du bureau et avec une grande froideur, il l'abat directement. Puis, il s'avance vers la dépanneuse où il trouve sa fille Virginie, celle qu'il aime plus que tout au monde. Elle est assise et en train de conduire. Denis prend son pistolet, le dirige vers elle et il vise sa tempe et son épaule. La jeune femme s'effondre. La pauvre femme vient d'être brutalement rattrapée par son passé. Après ce massacre, Denis se tire une balle dans la tempe. Il a dû se dire que Virginie n'irait nulle part sans lui et qu'il préférait la voir morte plutôt que de refaire sa vie. Tout s'est passé très vite et pas loin, un ami de Frédéric Piard a entendu les cris et il s'est précipité sur les lieux afin de voir si tout allait bien et qu'est-ce qui s'était passé. Il arrive au garage et découvre une scène macabre. Au sol, il trouve son ami en train de rendre son dernier souffle. Il a eu le temps de le supplier d'appeler les secours avant de décéder. Le pauvre homme avait 31 ans et il était au mauvais endroit au mauvais moment. L'autopsie révélera plus tard que le tir qu'il a eu au bras gauche a perforé un de ses poumons pour se loger dans l'autre. Quant à Virginie, son père lui a tiré dans l'épaule gauche où elle avait un tatouage spécial qui disait « À Denis pour la vie ». Ce même ami a prévenu les secours et lorsque ces derniers sont arrivés sur les lieux, ils ont découvert l'horreur de cette scène. Un homme et une femme étaient déjà décédés. Mais plus loin, gît un homme en très mauvais état. Il s'agit de Denis Manché qui est totalement inconscient. C'est avec tristesse que l'on va apprendre que le fils de Virginie, âgé de 12 ans, a entendu toute la scène puisqu'il était dans une pièce au-dessus du garage. Le pauvre garçon a entendu la mort tragique de sa mère, tuée par son père qui est à la fois son grand-père. Denis Manché est téléporté jusqu'au centre hospitalier universitaire de Rouen, à Seine-Maritime. Son état est très grave. Il a 52 ans à ce moment et il est placé sous assistance respiratoire. C'est un miraculé. Il est plongé dans le coma durant 6 mois, puis il se réveille. Denis a survécu, mais il est affecté à vie puisqu'il est hémiplégique. Il ne peut plus marcher et son bras gauche est paralysé et il a aussi perdu la parole. Denis Manché n'est plus que l'ombre de lui-même. Mais malgré son état, il doit répondre de ses actes. Il est alors convoqué devant la justice pour le meurtre de sa fille Virginie et du garagiste Frédéric Piard. Autant vous dire que la nouvelle a bouleversé Betty, qui est torturée de douleur de savoir que sa sœur a été tuée par son père. Elle est totalement confuse et ne comprend pas comment ils ont pu arriver à un tel drame. Le procès de Denis Manché commence alors à la cour d'assises à Évreux le 3 décembre 2018. Et là, c'est le moment de justice. Betty attend ce moment avec impatience. Elle veut que son père soit puni.
Ce qui marque les jurés, c'est le décalage entre la gravité des faits dont il est accusé et son apparence, puisque Denis se présente à la cour dans un fauteuil roulant, poussé par une femme et totalement muet. Il participe à son procès, mais il est totalement passif. Ce moment signe définitivement la fin du tyran Denis Manché. Il est prisonnier de son corps, mais il doit répondre de ses actes de meurtre, mais aussi de violence et d'inceste. Toute sa famille était là. Les enfants de Denis Manché se sont exprimés devant la cour en parlant de la terreur que leur père infligeait ainsi que les abus. Il comparaissait officiellement devant la cour pour le meurtre de Virginie et Frédéric, mais il fallait tout de même évoquer les actes horribles qu'il avait faits afin de mieux cerner son profil criminel. Et après plusieurs jours de délibération, Denis Manché est condamné à la prison à perpétuité uniquement pour les meurtres de sa fille et de Frédéric. C'est la chute de son empire. Sa famille pourra enfin se reconstruire et justice sera enfin faite. Betty, face à cette peine, se sent soulagée. Elle pense que c'est la fin de tous ses problèmes. Et lors de son procès, Denis a demandé à ce que l'on diffuse un texte pour elle, et il commençait ce texte par les mots suivants : « Merci Betty pour ton courage, pardon pour tout le mal que je t'ai fait. » Denis a aussi pris conscience de la haine que ses enfants avaient pour lui et que sa vie s'arrêtait à ce moment précis. Les enfants abusés vont enfin pouvoir tourner la page et commencer un nouveau chapitre. Malheureusement, encore une fois, c'est Denis qui aura le dernier mot. Après son procès, Denis Manché retourne à l'hôpital pénitentiaire de Fresnes. Il sait que sa vie est fichue. Il a perdu tout ce qu'il avait de plus cher et ne peut plus manipuler personne. Il souhaitait en finir avec la vie en se tirant une balle, mais il a survécu. Mais il faut croire qu'il a eu une seconde chance d'échapper à son karma. Car 2 jours après son procès, Denis Manché décède. Il a été retrouvé inanimé dans son lit et apparemment sa mort serait due à un arrêt cardiaque. Le tyran n'aura jamais payé pour les horreurs qu'il a infligées à sa famille et à Frédéric Piard. La justice n'a jamais été faite pour toutes les victimes de ce bourreau, les laissant avec des séquelles pour la vie. J'ai trouvé cette affaire absolument choquante et répugnante. Les procès m'ont profondément scandalisée et j'aimerais revenir d'abord sur le profil des parents, puis sur l'inceste et les procès, tout en rappelant que je ne suis pas médecin, ni psychologue, ni avocate et ce sont juste des avis personnels. Denis Manché est un parent pervers narcissique très intelligent à mon avis. Il ne traitait pas ses enfants comme des individus à part entière, mais comme des objets. Il a tenté de tuer leur individualité en faisant de ces instruments afin d'exercer sur eux des violences psychologiques, physiques, verbales et sexuelles. Les enfants étaient non seulement instrumentalisés, mais aussi réduits à des esclaves, puisque les filles étaient exploitées pour les besoins sexuels et les garçons traités comme des machines et exploités pour de nombreuses tâches physiques très imposantes. La maltraitance physique qu'ils subissaient était aussi semblable à de l'esclavage. Denis était très intelligent dans sa manipulation, puisqu'il a divisé sa famille pour mieux les dominer. Il a exclu ses garçons, les a affamés et isolés et exploités afin de mieux les manipuler. Puis il a évincé sa femme afin de garder pour lui seul Virginie et lui faire prendre la place d'épouse. Sa femme ne servait que d'objet afin de l'aider à mener à bien ses plans à mon avis. Ce que je trouve absolument choquant et étonnant dans cette affaire est que Denis a été le maître des événements jusqu'au bout. Il est l'homme qui a su échapper aux autorités car il a toujours su créer et imposer sa propre loi et personne ne l'a en empêché concrètement. Il a toujours su rebondir malgré les accusations afin d'avoir Virginie. Et même une fois condamné, il a échappé à sa sentence par la mort et il a encore eu le dernier mot. Quant à Laurence, la mère des enfants Manché, elle s'est exprimée au dernier procès et elle a expliqué que Denis était l'homme qu'elle a autant aimé que détesté. Elle était au courant des viols, mais elle était aussi complice. Elle a déclaré à ce propos « Je n'avais plus mon rôle de mère, j'ai souffert et j'en souffre énormément ». Puis elle a déclaré à propos de ses enfants et de leurs souffrances les mots suivants « Mais qu'est-ce qu'ils ont souffert mes enfants ? Aujourd'hui je m'en veux parce que je n'ai pas été assez forte. Aujourd'hui, je me dis que si Betty n'avait pas tout déclenché, on serait tous morts.
Laurence a plaidé pour inceste consenti lorsqu'elle avait été jugée et elle a expliqué qu'elle était aussi une victime dans cette histoire et qu'on ne l'a pas crue, on ne lui a pas donné la parole. Et elle a aussi revendiqué le fait que ce n'était pas de l'inceste mais des viols à ses yeux. Elle est revenue sur le fait que ses enfants n'avaient pas d'autre choix que d'obéir. Elle a dit à propos de cela, par l'emprise de leur père, par ses menaces, mes enfants n'avaient pas le choix. Dans cette affaire, Laurence a reconnu les abus sur ses enfants et leur gravité, mais elle les a justifiés par sa propre souffrance et sa peur face à son mari qui était un tyran. Elle a dit les mots suivants. Par l'emprise, par les coups, il m'a battu, il a battu ses enfants, il m'a ligoté dans le coffre de la voiture, enfermé dans un cagibi pendant 4 jours, je l'ai laissé faire, j'aurais dû le dénoncer. Elle a dit qu'elle avait trop peur de dénoncer son mari et de raconter à d'autres personnes les viols qui se passaient au sein de sa maison. Je ne prends pas la défense de Laurence et je ne suis pas psychologue, mais il est important de savoir que dans une bonne partie des cas d'inceste entre un père et ses filles, les mères ont elles-mêmes été abusées, violées ou frappées et frappées. Elles peuvent aussi être victimes de maltraitance familiale dans leur passé. Parfois, ces mères ne souhaitent pas affronter cette situation car elle s'avère être trop douloureuse ou elle peut réveiller leurs propres douleurs et traumatismes qui ont parfois été enfuis. Ou elles peuvent devenir les complices de cet inceste parce qu'elles ne trouvent pas la force d'affronter l'abuseur et de se défaire de l'emprise. Même si Laurence a subi des abus ou a été manipulée par son époux, bien évidemment, rien ne justifie le mal qu'elle a fait à ses enfants et qu'elle n'ait pas essayé de les protéger. Mais il est important de noter que Laurence, dans cette affaire, était aussi un pion de Denis dans ses plans. Il l'a manipulée et à travers ses actions, elle n'existait plus en tant qu'épouse ni en tant que mère. Elle était à sa merci, elle a été réduite à un objet. Je pense que la réponse à pourquoi est-ce que ces mères ne font rien face à l'inceste et qu'elles sont sous l'emprise de leur époux. L'emprise que peut exercer un conjoint est puissant et destructeur. Le fait de faire vivre son entourage de la terreur peut les amener à faire de mauvais choix. Je ne suis pas en train de justifier ces actions, mais d'émettre juste des hypothèses. Je pense que Laurence aussi vivra toute sa vie avec la culpabilité et la souffrance que son mari a fait à sa famille. Pire encore, elle vivra avec le poids de savoir qu'elle a assisté et participé aux violences de son époux sur ses enfants, à l'emprise, la destruction et la manipulation qu'il a exercée sur eux. Revenons à l'inceste. Par définition, l'inceste, c'est le fait d'avoir des relations sexuelles entre les membres d'une même famille. Les actes incestueux peuvent prendre plusieurs formes. Ils ne s'arrêtent pas qu'au viol. Il y a aussi le sexe oral, les caresses, mais aussi le regard, par exemple lorsque l'abuseur se touche devant l'enfant, ou le fait de les faire assister à des scènes intimes et d'autres formes aussi. L'inceste, c'est un acte pervers et malsain, car il ne s'agit pas que d'abus sur enfant, mais de le faire participer ou de l'inclure dans des jeux intimes entre adultes, ou de faire de lui un genre de partenaire là-dedans. Tous ces actes sont destructeurs pour l'enfant et pour son développement. Ils laissent des marques dans son psychisme, mais aussi dans sa sensibilité corporelle qui peut le suivre jusqu'à l'âge adulte, et voire même quand il va construire sa propre famille. C'est un acte interdit par la loi. L'inceste, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'abus. Et comme dirait Betty, c'est le pire crime. Cet acte horrible est l'opposé de l'amour, puisqu'il survient toujours à travers une forme de violence, dans la mesure où il arrive toujours dans le cadre d'attouchement ou de viol. Même s'il n'y a pas eu de viol, mais des caresses inappropriées ou des abus à travers des demandes de sexe oral, ils ont été faits dans la contrainte, et surtout dans la domination et l'exploitation de l'enfant, qui lui est incapable de se défendre. L'enfant n'est plus une personne, mais un objet sexuel répondant à la frustration et aux pulsions perverses de l'abuseur. Et c'est surtout une façon pour lui d'imposer sa domination et garder le contrôle sur l'enfant, car à travers l'inceste, il y a l'interdit. Un interdit qui le place comme prisonnier de la cellule familiale. Dans l'inceste, il y a aussi une part d'immoral. L'enfant est perturbé car face aux abus, il y a une confusion qui s'installe et une forme de culpabilité puisqu'il n'ose pas dénoncer. Mais il est important de faire changer les moralités et ne plus placer la faute sur les enfants, mais sur les abuseurs. C'est eux qui doivent culpabiliser. L'inceste entraîne également une confusion de la construction de l'enfant
face à son statut et sa place de la cellule familiale. Il perturbe la construction psychologique de l'image qu'un enfant se fait d'une famille, mais aussi de l'amour ou d'une relation entre un homme et une femme, de la sexualité et de la grossesse. Et on a vu tout cela à travers l'exemple de Denis Manché et ses deux filles, particulièrement avec Virginie. Rappelez-vous, au procès, elle était tellement sous l'emprise de son père qu'elle a dit au juré qu'elle l'aimait, que c'était son conjoint et que c'était l'amour de sa vie. Elle les a suppliés de ne pas remettre son conjoint en prison, mais à aucun moment elle a dit que c'était son père. Virginie était totalement sous l'emprise de son père à tel point qu'elle clamait leur amour, alors que cet amour, c'était un amour malsain. Il n'avait rien d'une histoire d'amour romantique entre les deux. Et Denis a mis enceinte ses deux filles. C'est lui qui les a initiées à la sexualité malgré elles. La notion absolument choquante et répugnante d'inceste heureux utilisée à travers ce procès est problématique car elle place l'inceste non plus comme un crime et elle discrédite la parole des enfants et la violence des actes qu'ils ont subis. Comme je l'ai dit, toutes les formes d'abus sexuels intervenant dans l'inceste ou même en général se font automatiquement dans une forme de violence physique et morale, donc dès lors il ne peut pas avoir de consentement. Denis disait que ses enfants étaient consentants, mais un enfant ne peut pas être consentant et dans le cadre de viol, la notion de consentement ne peut pas exister puisque la victime subit l'acte. Évoquer la notion de inceste heureux et de consentement pour parler d'inceste et de viol sur mineurs au sein d'un procès est alarmant et inquiétant. Le fait que la justice n'ait pas été scandalisée par ces propos est un problème et une menace pour notre société. Betty a expliqué que les avocats les avaient convaincus de dire qu'elles étaient amoureuses de leur père, mais les enfants étaient pris au piège dans l'emprise et la domination de leur père. Et parler d'inceste heureux, justement, c'est minimiser ces actes de violence, mais aussi le mécanisme d'emprise à travers lequel vivaient les Manchés, puisqu'ils ont grandi dans un système sectaire. À travers ce procès, ce n'est pas la douleur des enfants qui ont été mis en avant, mais leur relation avec leur père. Encore une fois, il était au centre de l'attention et il était le maître dominant. C'est comme si que le procès était une extension de l'exploitation des enfants manchés, puisque les jurés ont gardé en tête que les filles étaient amoureuses de leur père. Betty a porté plainte afin de briser le tabou de l'inceste et au lieu de cela, cette histoire a été réécrite en histoire d'amour entre un père et ses filles. C'est une véritable honte pour Betty et Virginie et pour la justice qui a été complice de ce drame. Les avocats ont déformé la réalité lors des procès et tenté de transformer la situation en autre chose plutôt que de voir l'indicible et l'horreur de l'inceste. Il est intéressant de noter que deux avocats qui sont intervenus dans cette affaire auprès des victimes étaient M. Dupond-Moretti et M. Delarue. Et ces deux avocats sont intervenus dans l'affaire Outreau, qui est une autre affaire d'inceste traitée de façon désastreuse par la justice et où la parole des enfants, encore une fois, n'a pas été suffisamment prise en compte et il n'y avait pas assez de bienveillance envers les victimes. Betty dira à propos de ce premier procès les mots suivants dans son livre « J'ai l'impression de vivre un cauchemar. Le discours qu'on a préparé pour moi n'est pas la vérité. C'est Betty revue et corrigée par Denis. Je dois dire que j'étais amoureuse de mon père, que c'est moi qui l'ai sollicité pour recevoir autant d'affection que ma sœur. » Les procès dans le cadre de l'inceste n'étaient jamais en faveur des victimes. Au contraire, elles portent sur elles le poids de la culpabilité alors qu'elles ne devraient pas. Et pire encore, le procès a alimenté leur culpabilité, puisque Denis a insisté pour dire que les filles étaient consentantes et que c'était elles qui les sollicitaient pour avoir des rapports. Mais leurs avocats les ont aussi convaincus de reprendre ces propos. Cela veut dire qu'au sein même du procès, les jurés ont préféré croire les propos des filles qui étaient sous emprise et sous manipulation, plutôt que de se concentrer sur Denis qui était un pervers et qui a violé et mis enceinte ces deux filles. La justice est censée être le système où les victimes souhaitent être entendues pour leur drame, mais ici c'était le contraire. Les enfants sont ceux qui ont été manipulés et blâmés. L'inceste a été minimisé dans cette affaire et on l'a maquillé par le scénario d'une histoire d'amour entre un père et ses filles. Si Virginie et Frédéric ont trouvé la mort, ce n'est pas uniquement de la faute de Denis, mais aussi de l'incompétence, le silence et l'inaction de la justice. Une fois son procès pour ce double meurtre, l'histoire a également été réécrite.
Il a été dépeint comme un crime passionnel, laissant alors l'inceste encore une fois de côté ou minimisé. Ce meurtre a été présenté comme l'affaire d'un homme tuant sa conjointe car elle l'avait quitté. Mais l'histoire de Denis et sa fille Virginie n'a rien d'une histoire d'amour, c'est une relation incestueuse. Betty est une femme très courageuse à mon avis et elle a trouvé la force de briser le tabou autour de l'inceste. Elle a d'ailleurs écrit un livre à propos de son histoire absolument horrible qui s'appelle « Ce n'était pas de l'amour » et elle le décrit comme une renaissance. Elle a aussi entamé des études en psychologie et elle a beaucoup de mal à surmonter les drames dans sa vie. Elle a expliqué à ce propos les mots suivants « La terreur qu'on a vécue existe encore ». J'ai 35 ans, je suis maman de 5 enfants et mon père est toujours présent dans ma tête, omniprésent, c'est douloureux parce qu'il y a toujours cet amour. Elle a expliqué à propos du drame du double homicide les mots suivants. L'important pour moi aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi on en est arrivé là, revenir en enfance, la petite que je suis encore aujourd'hui et que Virginie était à l'époque. Cet amour pour le père, il nous a toujours évoqué son enfance douloureuse et quand on le voit pleurer sur son enfance douloureuse, on rentre pleinement dedans parce qu'on l'a vécu aussi. Le fait que Denis ait trouvé la mort alors qu'il allait enfin être condamné me laisse sans voix, il n'a pas du tout payé pour ses mauvaises actions. J'espère que Betty ainsi que ses frères Tony et Dimitri pourront continuer leur vie après ces traumatismes. J'espère sincèrement que toutes les victimes de Denis vont pouvoir trouver la paix et essayer de se reconstruire un jour si c'est possible, en particulier ses enfants. Et j'ai aussi une pensée pour Frédéric Pierre, qui n'a rien fait d'autre que d'aider Virginie et qui a été une victime de la folie de Denis. J'espère que tout ce monde-là trouveront la force d'avancer et de s'épanouir malgré les horreurs de cet homme et surtout de se pardonner s'ils culpabilisent.